Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette section, on va voir comment utiliser le calcul intégral pour calculer le champ électrique résultant à un certain point particulier qui est produit par une distribution continue de charge. Dans cette section, les distributions continues de charge vont être distribuées en une dimension, donc sur une ligne ou sur une tige. Puis on va pouvoir avoir différents types de tiges, une tige à la verticale, une tige à l'horizontale, ou des fois même une tige circulaire à gérer. Ça va être pas mal nos trois cas de figure qui vont nous intéresser. Donc, mise en situation. Dans notre problème, qu'est-ce qu'on a ici? C'est une tige qui est, dans notre exemple, à la verticale. Ici, on a une tige qui est finie, qui a un début puis une fin. Cette tige-là, elle va être uniformément chargée. Elle va avoir une densité linéique de charge représentée par la variable lambda, qui est une constante qui est mesurée en coulombs par mètre. Ça veut dire que chaque mètre de tige contient un certain nombre de coulombs de charge électrique. On veut calculer le champ électrique total que cette tige produit à un point qu'on a appelé le point A tout simplement. En haut ici, j'ai inscrit l'équation, ça c'est la formule pour le champ électrique généré par une charge ponctuelle Q à un certain point de l'espace. Mais ici, ma tige, c'est pas une charge ponctuelle. La charge, elle n'est pas concentrée en un seul endroit, elle est répartie le long d'un objet, répartie le long d'une tige. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? En physique, c'est un truc qu'on va souvent utiliser. On va prendre une situation qu'on est a priori incapable de gérer. Nous, tout ce qu'on a, c'est une formule pour le champ électrique fait par une charge ponctuelle. Alors, on va prendre notre distribution de charge, on va la découper en plein de petits morceaux infinitésimaux, des petites charges électriques infinitésimales, puis ensuite, on va dire que chacune de ces charges-là agit comme une charge ponctuelle. On va utiliser notre formule pour le champ électrique d'une charge ponctuelle, puis ensuite, on devra faire une intégrale, on devra faire la somme de la contribution de toutes mes petites charges infinitésimales pour avoir le champ électrique résultant au point A. Ça, c'est la stratégie. On regarde ça ensemble. Alors, ma tige, elle est faite de plein de minuscules charges électriques. Ce que je vais dire, c'est que si j'imagine une section de tige qui a une certaine longueur, une longueur L, L pour longueur, bien, cette section de tige va comporter une certaine quantité de coulombs de charge électrique. La relation pour ça serait que la quantité de charge électrique Q dans cette section-là de tige est égale à la densité linéique de charge fois la longueur de tige que j'ai coupée. La longueur de tige est un certain nombre de mètres, puis la densité me donne des coulombs par mètre. Quand je multiplie les deux, les mètres se simplifient et ça me donne une charge électrique Q. Je vais faire l'approximation que toutes les charges électriques dans cette région, en fait, vont agir comme si j'avais une seule charge électrique ponctuelle au centre de la région, puis cette charge électrique va produire un champ électrique au point A. Cette approximation-là, elle va être moyennement bonne si ma longueur est quand même grande, puis plus ma longueur est petite, plus l'approximation que la charge est concentrée au centre de ma longueur va être pertinente, va être bonne. À la limite, si je fais tendre ma longueur vers 0 et que j'ai un infinitésimal de longueur dl qui contient un infinitésimal de charge dq, ça va me produire un champ électrique infinitésimal dE. Puis dans ce cas-là, la formule de la charge ponctuelle sera parfaite, va parfaitement bien fonctionner. L'infinitésimal de longueur dl contient un infinitésimal de charge dq qui est donné par cette relation, juste ici. Fait que dq, la quantité infinitésimale de charge dans cette longueur, c'est lambda fois dl. Ça, c'est une relation qu'on va utiliser pour toutes nos intégrales de calcul de champ électrique. Maintenant, comment est-ce que cette considération-là se représente ici? Ben, l'idée, c'est que mon champ électrique généré par une petite charge dq, dE, est donné par la formule que j'ai ici. Ça, c'est la formule pour le champ électrique infinitésimal dE généré par une charge infinitésimale dq. Puisque le champ électrique est un vecteur, je vais devoir calculer ces deux composantes séparément en faisant des intégrales séparées. Je ne vais pas essayer de faire une seule formule avec mon vecteur unitaire. Ça va être plus simple de me décomposer mon champ électrique en deux composantes. Pour utiliser les vecteurs unitaires, en fait, je vais vraiment utiliser cosinus d'un angle puis sinus d'un angle. Fait que je vais
faire un petit dessin de triangle sur mon schéma pour m'aider à m'orienter. Puis ensuite, je vais écrire ma formule générale pour calculer le champ électrique en X et en Y. Voilà, avec le triangle rectangle que je me suis dessiné, je vais être équipé pour écrire la composante en X puis en Y de mon champ électrique. Alors, remarquez qu'ici, j'ai fait une ligne qui rejoint la tige et le point A, c'est une ligne qui est perpendiculaire à la tige. Cette distance-là entre la tige puis le point A, je l'ai appelée R majuscule TA. C'est une variable qui va être super utile pour faire notre problème. J'ai aussi dessiné un angle θ qui va me permettre d'écrire mes composantes en X puis en Y de mon champ électrique. Puis j'ai tracé l'angle θ ici et ici, puisque c'est un angle opposé par le sommet. Ce que ça veut dire, c'est que ma petite charge dQ va faire un petit champ électrique DE qui a deux composantes, une composante en X et une composante en Y. Puis je vais être capable d'écrire mes composantes. Alors voilà, qu'est-ce que je viens de faire pour commencer mon problème? Je viens d'identifier le fait que le champ électrique est un vecteur. Pour calculer un vecteur champ électrique résultant, il faut que je calcule sa composante en X et sa composante en Y. C'est ce que je viens de faire. J'ai dans le fond identifié que la composante en X de ce vecteur DE, c'était la partie que j'ai dans ma fraction ici, dans ma division, fois cosinus de l'angle, parce que l'angle est adjacent à mon axe horizontal, à l'axe des X. Et c'est cette chose-là fois moins le sinus de l'angle. Je remarque que ma composante en Y ici, elle est négative, alors je vais avoir un négatif sinus de l'angle pour la composante en Y de mon champ électrique. Ici, j'ai pris pour acquis que ma charge électrique, elle était positive, que mon dQ est positif. Ça prend pour acquis que mon lambda est positif, mais c'est correct. Si jamais mon dQ est finalement négatif, ça va changer le signe de mes deux composantes de champ électrique, puis mon intégrale va fonctionner quand même. Alors, je remplacerai par une valeur négative. Si j'ai un chiffre négatif, à la fin de mon problème, tout va bien. Donc, ça, c'est mes formules générales. L'idée pour une intégrale, c'est que pour avoir le résultat, le champ électrique résultant en X, que j'appelle juste X, la composante en X du champ électrique résultant, je vais devoir faire l'intégrale, additionner tous les petits champs en X, et donc faire l'intégrale de tout ça. Même chose en Y, pour avoir le champ électrique en Y, je dois additionner tous les champs infinitésimaux et donc résoudre cette intégrale. J'ai quelques modifications à faire à mon intégrale avant de pouvoir la résoudre. Ici, dQ n'est pas vraiment une bonne variable d'intégration, ce ne sera jamais une bonne variable d'intégration. On va toujours devoir remplacer dQ par une autre variable. Je vais vous montrer comment tout de suite. Ensuite, on va devoir modifier un peu notre intégrale. Dans notre intégrale, il y aura plusieurs variables différentes. On va vouloir ramener ça à une seule variable d'intégration. Ensuite, on va placer nos bornes, résoudre notre intégrale, remplacer nos chiffres et avoir notre réponse au problème. Alors, je commence par tasser un peu mon intégrale en Y. Je vais la garder de côté. Je vais me préoccuper de celle en X, puis ensuite, je ferai celle en Y. Maintenant, quelles sont mes prochaines étapes? Ma prochaine étape va être de remplacer ma variable d'intégration dQ par quelque chose d'autre. Dépendamment de la mise en situation, il y aura quelques possibilités différentes. On va les regarder une à une ensemble. Faisons ça maintenant. Alors, comment remplacer dQ par une variable d'intégration pertinente qui va nous aider à résoudre notre problème? Ici, notre charge électrique est tout le temps distribuée sur une certaine longueur avec une densité linéaire. Fait qu'on va toujours remplacer dQ par lambda fois un infinitésimal de longueur. Le dl, il va pouvoir prendre quelques formes différentes, en fait trois formes différentes, dépendamment du problème qu'on est en train d'analyser. Si j'ai, comme dans mon exemple, une tige qui est à la verticale, une infinitésimale de longueur, dl, ça correspond à un infinitésimal de hauteur dy, tout simplement. Alors, vu que la charge électrique est distribuée sur une tige qui est en y, dq va être remplacé par lambda dy. Il ne faut pas confondre ce dy avec la composante en y du champ électrique que je suis en train de calculer. En fait, quand je vais faire mon calcul, je vais avoir un calcul pour le champ électrique en X avec un cosinus de l'angle dans mon problème, puis un calcul pour le champ électrique en Y avec un sinus de l'angle. Le fait que j'utilise cosinus ou sinus, c'est ça qui détermine si je suis en train de faire mon intégrale en X ou mon intégrale en Y. Par contre, dans ces deux intégrales-là, je vais remplacer dQ par lambda dy et dans l'intégrale pour calculer la composante en X et dans l'intégrale pour calculer la composante en Y.
Parce que peu importe quelle composante du champ électrique je suis en train de calculer, ma charge électrique, elle est distribuée sur une tige qui est en Y. Alors, puisque ma tige est à la verticale, ma tige est en Y, je veux dire que dQ, c'est lambda fois dy dans mes deux intégrales. Je pourrais avoir dQ égale lambda dx si ma tige était à l'horizontale. Si j'avais une tige horizontale, un petit infinitésimal de longueur dl correspondrait à dx, puis dans ce cas-là, je remplacerais dq par lambda dx et dans mon intégrale en x et dans mon intégrale en y pour ce genre de problème-là. La situation est un peu particulière si j'ai une tige, c'est notre troisième scénario, une tige qui est circulaire, une tige qui est en rond. Là, si je prends un infinitésimal de longueur comme ça, dl, mon problème, c'est que dl, il est ni en x ni en y, il est circulaire. Alors, je ne peux pas utiliser dx ni dy pour remplacer dq ou pour remplacer dl. Par contre, ce que je peux faire, c'est qu'une longueur sur un cercle, c'est relié avec l'angle qui sous-tend cet arc de cercle. Mes lignes se rejoignent au centre du cercle ici. Ça, c'est le rayon du cercle. Et la relation entre les deux, c'est que la longueur d'un arc sur un cercle, c'est le rayon du cercle fois l'angle, tant que l'angle est mesuré en radians. Un exemple de ça, si mon angle c'est 2π, le cercle au complet, 2π fois le rayon, ça me donne bien la longueur de l'arc qui est la circonférence complète du cercle. Alors, ça, c'est une relation qui est importante. Puis si j'ai un infinitésimal de longueur, ben, il sera supporté par un angle infinitésimal dq. Alors, ma charge électrique dq, c'est lambda dl, ça va être lambda fois le rayon du cercle fois un angle infinitésimal dθ. On verra un exemple séparé où est-ce qu'on a une tige qui est circulaire. C'est cette substitution qu'on va devoir faire pour calculer notre champ électrique. Dans le problème qu'on est en train de regarder, ma tige est à la verticale. Alors du coup, c'est cette première substitution que je vais vouloir faire dans mon intégrale. On retourne à notre intégrale. Nous voilà de retour à notre intégrale. Alors, je vais faire la substitution qu'on vient de regarder ensemble. J'ai mon intégrale k, je vais rentrer le cosinus à l'intérieur de l'intégrale pour qu'on voit bien qu'il fait partie de l'intégrale, et je remplace dq par lambda dy divisé par r à la 2. N'oubliez pas dy parce que la charge électrique est sur l'axe des y, même si je suis en train de calculer ma composante en x. Quand je vais vouloir calculer ma composante en y, je vais faire la même chose. Donc, j'ai mon sinus. Mon sinus avait un négatif. Je vais tenir compte de mon négatif ici en mettant devant l'intégrale. Alors voilà, j'ai mon intégrale. J'intègre encore par rapport à un y. Mes deux intégrales sont par rapport à y parce que ma charge est en y. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui a un cosinus de l'angle puis l'autre qui a un sinus, en fait moins sinus de l'angle. De retour à mon intégrale en x. Ma prochaine étape, ça va être d'identifier dans mon intégrale qu'est-ce qui est une variable, qu'est-ce qui est une constante. Les constantes, c'est le fun, je vais être capable de les sortir dans mon intégrale. Vous connaissez les propriétés des intégrales, alors ça va être facile, mais il faut que j'identifie qu'est-ce qui est une variable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Y est une variable parce que mes charges électriques ont toutes une certaine hauteur en Y différente. J'ai mis mon Y égale 0, où est-ce qu'il y a la ligne qui rejoint mon RTA. Ça va être vraiment pratique de le faire comme ça pour être capable que le Y soit un des côtés de mon triangle rectangle. Alors, le Y est une variable. L'angle θ, est-ce que c'est une variable ou une constante? Pour se demander ça, ce qu'il faut se demander, c'est si ma charge électrique est à une position en Y différente, mettons qu'elle était ici à la place, est-ce qu'elle aurait le même θ? Est-ce qu'elles ont toutes le même θ ou est-ce qu'elle aurait un θ différent? Ici, elle aurait un θ différent. Si j'ai mon Y ici, ma ligne est en diagonale, l'angle serait plus petit. Alors, θ est une variable. Le petit r. R, c'est la distance entre ma charge ponctuelle et le point A. Si je le représente sur mon triangle, R est ici, c'est la diagonale, c'est l'hypoténuse de mon triangle.
Est-ce que R est une constante ou une variable? R est une variable parce que mes charges dQ qui sont à des positions différentes ne sont pas toutes à la même distance du point A, sont à des distances différentes. Alors j'ai plusieurs variables dans mon problème. Je vais réécrire mon intégrale en utilisant une couleur différente pour mes constantes et pour mes variables. Ok, là j'ai juste mis en rose ce qui est des variables dans mon intégrale. Je vais réécrire mon intégrale en sortant mes constantes, puis maintenant je vais regarder qu'est-ce qui me reste. Alors voilà l'intégrale que je dois faire. J'ai mis le D aussi en rose. J'ai une intégrale par rapport à y de cosinus de l'angle et de r à la 2. Mais ça, c'est comme une intégrale dans laquelle il y a plein de variables différentes. Je ne peux pas faire une intégrale dans laquelle il y a plein de variables différentes. Il faut que je fasse une intégrale qui dépend de seulement une variable. Si ma variable d'intégration, c'est y, il faut que je transforme les choses qui sont dans mon intégrale pour qu'ils dépendent seulement de y, puis que je sois capable de faire mon intégrale. Alors, parmi les trois variables qui sont dans le problème, y, r et θ, il faut que je transforme toute mon intégrale pour qu'il reste une seule variable. Il y a deux choix qui vont bien fonctionner, soit de tout exprimer mon intégrale en fonction de y, soit de tout exprimer mon intégrale en fonction de θ. C'est deux choix qui fonctionnent bien parce que c'est des variables pour lesquelles je suis relativement facilement capable de mettre des bornes d'intégration. Ici, je serais capable de dire, ah, ma tige, elle commence à y égale, mettons qu'elle commence à y égale moins 1, puis elle finit à y égale plus 4 mètres, bien ça serait mes bornes d'intégration en y. Je pourrais aussi trouver comme un angle négatif, un angle positif, puis mettre des bornes d'intégration en θ. Pour tout de suite, ça va être conceptuellement plus simple de faire l'intégrale par rapport à y. Autrement dit, mon travail, c'est de transformer l'angle θ, de le remplacer par quelque chose avec y, puis de remplacer aussi mon r par quelque chose avec y. C'est mon objectif. Alors, je vais faire ça. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais utiliser un triangle pour établir une relation entre θ, y et r minuscule. Ce triangle-là, c'est le triangle que j'ai déjà dessiné sur mon schéma. C'est le triangle qui est comme ça. Beau triangle rectangle. Dans ce beau triangle rectangle, la diagonale, c'est r. L'angle ici, c'est θ. Le côté à la verticale, c'est la composante en y, la position en y de ma charge infinitésimale. Et à l'horizontale, j'ai le R majuscule que j'avais appelé RTA. RTA, ce qui est le fun, c'est que c'est une constante, c'est pas une variable. Peu importe où je mets ma charge dQ, le petit côté à l'horizontale ici, il va toujours rester exactement pareil. Alors ça, c'est une constante. On aime les constantes. Ça ne nous dérange pas d'avoir des constantes dans notre intégrale. Si je veux me débarrasser de l'angle θ, en fait, dans ma formule, ce que j'ai, c'est cosinus de θ. Et là, je peux faire une petite relation dans mon triangle cosinus de θ. Cosinus de θ, c'est égal à... Je vais descendre un petit peu. Alors, cosinus de θ, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent à l'angle θ, c'est la constante RTA. Et l'hypoténuse, c'est R minuscule. Je n'ai pas tout à fait réussi ce que je voulais faire ici parce que j'ai remplacé θ par la variable r plutôt que par la variable y. C'est correct. Il me reste à trouver comment remplacer r par y, puis ensuite on a gagné. Alors c'est facile, je peux faire une relation entre r, grand R et y. Ben, ça c'est Pythagore, l'hypoténuse. Vous savez comment ça marche Pythagore, hein? Et voilà, alors je peux remplacer r par racine carrée de tout ça. Y, c'est ma variable que je veux dans mon intégrale. RTA majuscule, ça c'est une constante, alors j'aime bien. Puis je peux utiliser cette même substitution ici et remplacer le cosinus de l'angle par... Et voilà. Donc je suis maintenant capable de remplacer cosinus de l'angle par quelque chose qui dépend juste de Y et d'une constante. RTA, ça fait mon affaire. Puis je peux aussi remplacer R, R carré, par quelque chose qui dépend que d'une constante et de y. Alors, je vais être capable d'exprimer toute mon intégrale avec une seule variable, y, et un paquet de constantes. C'est parfait pour moi. Et voilà, je viens d'exprimer mon intégrale pour le champ électrique en x en fonction d'une seule variable y qui se retrouve au dénominateur là,
et une constante, le RTA. Maintenant, je peux poser des bornes à mon intégrale. Pour poser des bornes à mon intégrale, je regarde c'est quoi ma variable d'intégration, y. La variable d'intégration, n'oubliez pas, elle représente où la charge électrique est distribuée. Alors, ce que je dois faire, c'est regarder dans mon problème, puis pas mettre les coordonnées en Y de mon point A, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre la tige commence à Y égale quoi, puis finit à Y égale quoi. Fait que ma charge électrique commence, j'ai dit dans mon exemple, à Y égale moins 1 mètre. Alors ma borne d'intégration inférieure sera moins 1. Et ma tige finit à Y égale plus 4 mètres. Ma borne supérieure sera donc plus 4. J'ai mon intégrale, elle est posée, j'ai mes bornes. Il me reste à résoudre l'intégrale, remplacer des valeurs numériques si j'en ai, et terminer mon calcul pour le champ électrique résultant en X. Maintenant, pour résoudre cette intégrale, comment on fait? Ben, on n'est pas dans un cours d'intégrale, dans le sens que je ne m'attends pas à ce que vous me démontriez entièrement comment trouver la solution de cette intégrale-là. Je m'attends que soit vous utilisez un logiciel de calcul symbolique comme Maxima pour le déterminer, soit vous ayez fouillé dans une table d'intégrale, soit sur Internet, soit dans votre manuel, puis vous allez pouvoir trouver la solution générale de cette intégrale-là. Alors, la solution générale de cette intégrale, ça nous donne... Et voilà, on vient de trouver la solution de notre intégrale. Alors ici, j'ai marqué le résultat de mon intégrale. Je marque que je dois évaluer ceci entre les points y égale 4 et y égale moins 1. C'est-à-dire que techniquement, je devrais remplacer y par 4 en haut et en bas de cette équation, puis ensuite soustraire ça avec la même équation dans laquelle je remplace y par moins 1. C'est comme ça qu'on évalue nos bornes d'intégration. Voilà ma grosse formule générale pour calculer la composante en X de mon champ électrique. Et finalement, maintenant, si je voulais venir donner des valeurs concrètes dans mon problème, retournons au schéma. Si je retourne dans mon schéma, puis je veux donner une valeur concrète au problème, si je donne par exemple la coordonnée du point A, puis que je dis que le point A est à la coordonnée 3 mètres en X, et du coup il serait à 0 mètre en Y, puisque j'ai placé mon axe horizontal à cet endroit-là. Et je pourrais donner une valeur pour la densité linéique de charge. Disons que la densité linéique de charge était de 3 microcoulombs par mètre. J'aurais tout ce qu'il me faut pour calculer la valeur de mon champ électrique au point A. Regardons ça. Et voilà, j'ai obtenu la composante en X de mon champ électrique résultant au point A. Le champ électrique, en tout cas, qui est produit par la tige au point A. Alors, techniquement, avec une bonne notation que j'ai pas voulu traîner tout le long, pour donner ma réponse, je dirais ici que ça, c'est le champ de T, la tige, sur le point A en X. Maintenant, j'ai une bonne notation que j'ai pu quand même écrire à la fin. J'aurais pas techniquement tout à fait terminé mon problème parce que j'ai pas trouvé la composante en Y de mon champ électrique. Sans faire l'exemple au complet, je vais montrer comment faire pour trouver la composante en Y. Qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent? Ici, j'avais mon équation en Y. Il y a plein de choses qui vont être pareilles dans mon équation en Y. Mes bornes vont être les mêmes. Mes bornes vont aller de moins 1 jusqu'à 4. J'ai déjà fait ma substitution pour dq, qui est lambda dy. Je vais faire la même substitution pour mon r au carré. Je vais le remplacer par y à la 2, rta à la 2. La seule différence, c'est que j'ai sinus de l'angle plutôt que d'avoir cosinus de l'angle. Alors, qu'est-ce qui va être différent? Sinus de l'angle, au lieu d'être égal à adjacent sur hypoténuse, ça va être égal à opposé sur hypoténuse. Alors, y sur r, alors y sur... Et voilà, ça va te donner cette relation-là à la place. Quand je vais revenir mettre tout ça dans mon intégrale, ça va me faire une intégrale un petit peu différente à résoudre parce qu'il y aura maintenant
un Y au numérateur plutôt que d'avoir un RTA au numérateur. C'est pas grave d'avoir cette intégrale différente-là à résoudre. Tout ce que ça va changer, c'est que je vais prendre une intégrale différente dans ma table d'intégrales, puis quand même être capable de trouver ma solution. Juste pour dire qu'on a fait le problème au complet, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà, je viens de calculer le champ électrique de la tige sur le point A total. Ça me donne une valeur négative. Est-ce que c'est raisonnable d'avoir une valeur négative? Regardons sur notre schéma. C'est un bon moment pour se demander, j'ai un positif en X, un négatif en Y. Est-ce que ça a du sens? Regardons sur notre schéma. J'ai beaucoup de charges électriques en haut de ma tige qui vont produire un champ électrique toujours vers la droite, puis plutôt vers le bas. Puis j'ai un peu de charge électrique ici qui vont produire un champ électrique vers la droite et plutôt vers le haut. Puisque j'ai plus de charge en haut qu'en bas, je m'attends que mon champ total pointe vers le bas, un Y négatif. Puis puisque toutes mes charges ont un champ électrique qui pointe vers la droite au point A, je m'attends que mon champ électrique total pointe également vers la droite, un champ électrique positif. Vers la droite, vers le bas, X positif, Y négatif, c'est bel et bien qu'est-ce que j'obtiens avec mes deux résultats, mon résultat en X et mon résultat en Y. Pour compléter le problème, il ne me resterait plus qu'à écrire en vecteur mon champ électrique. Et voilà, j'ai mon vecteur champ électrique produit par la tige sur le point A. J'ai la composante en X, j'ai la composante en Y. J'ai fait deux intégrales pour l'obtenir. J'ai intégré par rapport à ma variable d'intégration en Y parce que ma tige était en Y. J'ai transformé toutes mes variables en Y, j'ai posé mes bornes, j'ai calculé mon intégrale et j'ai obtenu mon champ électrique résultat. Si on demandait le module du champ électrique résultant, je prendrais cette réponse. Je ferais Pythagore, je mettrais le x à la 2, l'y à la 2, racine carrée, et j'aurais mon module du champ électrique résultant. Alors voilà, c'est tout pour cette longue vidéo. J'ai essayé de faire une explication qui était le plus exhaustive possible. J'espère que vous allez pouvoir suivre les étapes pour vous-même, réussir les exercices. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Merci d'avoir écouté.